Amis de Befrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, une séance de mathématiques suivie d'une foire aux plantes, puis la course avec Paris-Roubaix, et moins rapide, la marche de Van Gogh vers Courrières. La restitution du sondage du télétexte et la rediffusion des reportages sur meurtre en dentelle. Et, pour terminer, nos archives de 2005. Pour faire aimer aux élèves les maths et la géométrie, le collège Jean Rostand et les écoles des villages environnants ont repensé le rapport à la discipline en misant sur l'origami. Découvrons le principe. Alors, je me présente, Christelle Théry, j'enseigne les mathématiques au collège Jean Rostand du Cateau-Cambrésis. Et donc, dans le cadre de la semaine des mathématiques, dont la thématique était maths hors les murs, on a entrepris de créer une œuvre collaborative. Donc, on a travaillé avec des écoles primaires. Donc ce sont les CM1 et CM2 qui ont confectionné des origamis. Donc on a travaillé à la façon de l'artiste Mademoiselle Maurice qui pratique cet art dans la rue. Et donc les élèves de CM1 CM2 ont passé des soirées à confectionner ces motifs d'origami. Et ensuite on a fait des mathématiques puisqu'il a fallu réfléchir au gabarit et à la taille des lettres. On a dû réfléchir aussi comment on allait les positionner pour centrer sur notre toile de 6 mètres. Donc ils ont effectué des mesures, des calculs. Et donc finalement ils ont fait des maths et ils les ont fait en s'amusant. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est génial les maths? Oui. Voilà. Donc on remercie l'ensemble des écoles qui ont participé, à savoir l'école Claude Bernard de Busigny, l'école Jacques Prévert de Busigny, l'école de Bazuel, l'école du Pomereuil, l'école de Regé de Beaulieu, l'école de Catillon-sur-Sambre, l'école Langevin du Cateau-Cambrésis. Et un grand merci aussi aux collègues qui m'entourent. Donc nous avons notre coordonnateur, Monsieur Normand, nous avons Madame Vyss de l'école du Pomereuil, Madame Thébert de l'école de Catillon, Monsieur Dossy qui nous a apporté beaucoup d'idées de l'école Claude Bernard de Busigny. Nous avons aussi Monsieur Fouret qui n'est pas là et Madame Poulain, deux enseignants de mathématiques. Alors le mot ensemble a été choisi de façon collégiale et ce qui nous a permis de positionner tous ces origamis, c'est les classes externalisées que nous avons mis en place au collège Jean Rostand. C'est du pliage, donc il faut mémoriser un processus. Donc au départ, ils visualisent un tuto, et donc ils mettent pause, je pense, un certain nombre de fois. Puis au final, ils l'ont mémorisé et ils peuvent le faire et le refaire sans problème. La salle d'expo, la rurale, s'est, pour la seconde fois, fleurie en exposant un vaste marché aux fleurs et plantes d'intérieur et d'extérieur. Expo qui a connu un vif succès. En bon jardinier, visitons l'exposition. On vient souvent à la rurale en ce moment, effectivement. Alors c'est le lancement du premier événement de l'année, 2025. L'année dernière, un démarrage sur les chapeaux de roue. On était plutôt contents des événements qu'on a réussi à mettre en place. Pratiquement tous les événements qu'on a créés sur l'année 2024 reviennent pour une deuxième édition pour l'année 2025. Et donc en ce qui concerne la foire des plantes et des fleurs, donc on est déjà aujourd'hui à cette deuxième édition. Donc alors vous pourrez le voir, une édition donc, qui est augmentée avec un peu plus encore d'exposants, de produits. À peu près combien? On a une petite dizaine, je crois. Et puis voilà, une surface donc, qui est augmentée, voilà, un peu plus de convivialité. On arrive en fait à prendre possession de la salle, à comprendre vraiment l'essence de passage, voilà, à faire pas du commerce, mais simplement à permettre aux gens d'avoir une utilisation optimisée de cet espace. Voilà, donc on en est très content et aujourd'hui le monde est encore bien présent. On a une belle journée, ça démarre bien et je suis persuadé que ça sera un succès pour tout le week-end. En tout cas, on trouve un peu de tout quand même. On trouve toujours un peu de tout et effectivement, donc, dans les discours que j'avais pu avoir avec Cédric, donc l'organisateur, c'est de lui dire, essaye de mettre des choses que les gens n'auraient pas forcément l'occasion de voir partout. Ceux qui ont, comme moi et beaucoup de gens du conseil municipal aussi, la passion des fleurs et des plantes, quand on peut se déplacer et voir des choses en Belgique ou aux Pays-Bas, ailleurs, on voit des choses qu'on ne voit pas forcément dans les jardineries en France. Et là, voilà, il a fait l'effort de ramener justement des oiseaux du paradis en pied, des arbres un peu plus rares, des bignonnes, des choses qui sont pas forcément très communes. Et c'est l'opportunité de pouvoir les acquérir à 2 pas de chez soi. C'est surtout ça aussi la volonté de cet événement, c'est de créer quelque chose pour que les gens puissent avoir accès à proximité, à côté de chez eux, à des choses qu'ils n'auraient pas forcément sous la main.
Bon, c'est quoi le prochain événement? Alors, prochain événement très important, justement, ça tombe bien, Marie-Christine est là. On a donc la prochaine fête du chien qui va arriver donc dans 15 jours. Ça sera un très gros événement. On a beaucoup de sollicitations de la population. Il y a une vraie attente, il y a une vraie sensibilité par rapport à des sujets comme ça fédérateurs. Alors, les plantes aujourd'hui, mais également donc, le monde animal dans 15 jours. Voilà, avec un concept qui va être centré autour du bien-être animal. Mais je vais laisser Marie-Christine expliquer plus en détail. Bonjour Marie-Christine. Alors déjà bonjour à tous. Donc effectivement, comme mon confrère Mathieu pouvait le dire, on a rendez-vous ici le 20 avril pour la fête du chien. Donc il va y avoir tout ce qui est bien-être animal sous toutes ses formes. Ça peut être de l'éducation, ça peut être du dog dancing. Et là je vous invite vraiment à venir parce que ça va être vraiment sympa. Il va y avoir du beau petit spectacle. Il va y avoir des éleveurs, des éducateurs, du club canin. Des stands de mastication ou de sellerie, un petit peu tout ce qui montre le monde du chien, des toiletteurs, des commerçants aussi de la ville qui participent et qui ont bien voulu nous aider à organiser tout ce petit événement-là. Bon, tout ce monde-là vient d'où en fait? Un petit peu tout. On a des gens qui vont venir du Luxembourg, de la France, de la Belgique. On a la région lilloise aussi et un petit peu du sud. On a 2 éleveurs qui viennent du sud. Donc on aura toutes les races de chiens ici alors? Pas toutes les races, malheureusement il m'en faudrait encore plus. J'espère pouvoir continuer à faire évoluer. Actuellement on va être sur une 20aine de races. Et on va essayer de les présenter aussi, tant les éleveurs présents que leur propre race, leur façon de travailler, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, pourquoi on fait comme ça et pas autrement, parce qu'il y a des règles, on est dans un monde de vivants, et ça c'est vraiment très important de mettre le bien-être animal en avant, sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes. Alors rendez-vous le 20 avril. Le 20 avril à partir de 9 h à la salle rurale du Cateau. Ok, on se reverra. Bon, alors je vous ai vu avec des palmiers là. Bah oui, parce qu'on a besoin chez soi de rénover un peu les plantes, les fleurs. Bon, j'étais avec mon épouse, et je rassure, c'est mon épouse qui s'occupe de tout ça et qui fait même le jardin. Bon, moi j'ai d'autres activités. Non, je pense que cette salle, quand on a ouverte il y a un peu moins d'1 an, elle prend de plus en plus d'ampleur. C'est ce qu'on voulait, c'est un lieu de vie sociale, de rencontre de gens. Ça fait travailler le commerce local, ça fait rencontrer les Catésiennes et les Catésiens, les gens des villages autour, ça fait vivre. Et on peut toujours faire des événements disparates. Mathieu organise aujourd'hui les fleurs. Demain, c'est notre collègue qui s'occupe des chiens. Après, on aura, j'y tiens beaucoup, le salon du livre, où on a 115 demandes d'auteurs, on ne peut en mettre que 70, qui vont venir décasser les livres. Après, il y a encore plein de manifestations qui vont s'appeler, qui vont arriver. Mathieu a un énorme projet novateur aussi, à partir de la réflexion sur la viande. Et puis d'autres, ça veut dire que cette salle attire. Bon, c'est une salle qui est remarquable, elle est mise à disposition. Elle est écolo parce que l'engagement, c'était qu'il n'y a pas de chauffage. L'engagement, c'était aussi de vendre les produits du terroir. Et je pense qu'aujourd'hui, elle tire de plus en plus vers le haut les gens, parce que les gens, c'est de plus en plus difficile, qui se voient, qui se rencontrent. Et c'est bien, quoi. C'est bien pour le Cateau, pour les Catésiens surtout, pour tout le monde. Voilà. Et en tout cas, merci d'être toujours présent. Et puis, ça va durer toute la journée. Les gens vont arriver sans arrêt, quoi. J'ai entendu des gens se demander à quand un salon de la bière? Alors là, moi, vous savez, je ne suis pas le spécialiste de la bière. Je laisserai le soin à Mathieu, surtout qu'on a une brasserie. Mais le salon de la bière doit être ouvert avec d'autres brasseurs aussi. Mais c'est une bonne idée. Il y a aussi la gastronomie, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi la viande avec le marché. C'est le challenge que j'ai donné à Mathieu qu'il a accepté. Voilà, tout ça, ça va arriver progressivement. On va faire connaître. Et le tatouage, ça venait de toute la région des Hauts-de-France, les tatoueurs. Voilà, c'est des lieux de rencontre, des lieux de vie. La bière en fait partie. À boire avec modération, vous le dites souvent dans vos reportages. Oui. Merci. C'est tout à fait ça. Alors la conclusion va revenir à Mathieu. La conclusion, monsieur le maire a rebondi sur quelque chose effectivement, donc on est bien avancé sur un projet donc, de salon de la bière qui aura lieu fin juin. Alors on a un autre gros événement, on va faire une petite exclusivité aujourd'hui. On travaille en sous-marin depuis quelques semaines, quelques mois avec la Fédération nationale
des métiers de la viande. Donc on a une réunion hier en mairie, donc la date est arrêtée. On va travailler rapidement dessus parce qu'effectivement on va profiter des beaux jours. Donc cette date, ça sera le vendredi 13 juin. Voilà. Et donc on aura vraiment un événement semi-national parce que donc on aura toute une découverte autour du monde de la viande et autour du bœuf, donc qui est vraiment alors en corrélation totale avec le site parce que c'est le marché aux bestiaux. Et donc on aura, je pense qu'on peut le dire, voilà, très certainement un grand banquet dans cette salle. Voilà, qui va permettre de découvrir des morceaux plus rares, peut-être plus délaissés, voilà, autour du bœuf, et donc de mettre en avant, de mettre un bon coup sur tout de projecteur sur ce qui se passe dans le marché aux bestiaux, parce que c'est ce qu'on voulait avec Monsieur le maire et avec l'équipe, rendre à la population visible en fait finalement l'activité qu'il y a autour donc, du marché aux bestiaux, tout simplement, et d'avoir une interface, un échange, pas que ce soit quelque chose d'isolé dans le bâtiment, dans ce grand bâtiment qu'on voit tous les jours en passant devant et on ne sait pas bien ce qui s'y passe. Donc il y aura une exposition d'animaux, hein, bien sûr, et puis derrière, après, voilà, un moment de convivialité, un moment de partage et d'échange entre le monde agricole et les citoyens de la ville et des alentours qui souhaiteront découvrir, en fait, tout simplement, cette activité-là. Voilà. Merci Mathieu. Merci André, bonne journée. Une réunion de préparation du Paris-Roubaix a eu lieu la veille du départ. Elle a permis de mettre en place l'organisation de la course avec les directeurs sportifs de chaque équipe. Ne manquez pas le magazine consacré à ce départ de course, mythique, et avec de nombreuses interviews. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette réunion avant-course? Donc ici, c'est une réunion d'avant-course et on reprend un peu tous les détails de l'organisation. Donc ce sont tous les directeurs sportifs et à la fin, on fait un tirage au sort pour savoir l'ordre des voitures demain pour partir. Donc tout ça, c'est fait? C'est fait. Donc demain, on est prêt pour partir. Là. Bon. Alors, quelle est la difficulté dans cette organisation-là? Là, l'organisation, c'est de bien reprendre tous les points critiques, comme on a pu reprendre les dérivations pour les directeurs sportifs, les zones un peu trop dangereuses, tout ça. Bon là, Paris-Roubaix, c'est une course à part quand même, hein, vu que c'est des secteurs pavés, donc déjà, c'est pas les mêmes courses que d'habitude. Donc, il faut prendre des dispositions un peu plus fortes que d'habitude. Bon. Donc, on est prêt pour partir. Alors, dites-nous un tout petit peu, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous faire des réclamations, tels que les directeurs sportifs? Oui, la preuve, on l'a vu à la réunion. Ce n'est pas des réclamations, ce sont des petites remarques, ce sont des questions, c'est des points à préciser. Et c'est pour ça que le pourquoi de cette réunion d'avant-course. Donc, vous répondez à toutes les questions. Et est-ce qu'ils comprennent? Oui, je pense. Hein, ce sont des gens qui sont toutes les semaines sur les courses, ce sont des professionnels, donc oui, ils comprennent. Donc, ils apprécient quand même cette course, je pense. Ah oui, je pense que pour eux, c'est un grand rendez-vous de l'année. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a des gens qui ne font que cette course ou ils font toutes les courses? Ah non, les équipes qui sont ici courent toutes les semaines, hein. Ce sont des semi-professionnels. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Une bonne route et surtout pas de chute et pas trop d'incidents. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Moi, j'ai retenu qu'ils sont au point, déjà d'une part. Et que nous, on a fait en sorte d'apporter toute la logistique et les moyens, on leur apporte les moyens de pouvoir bien faire. Donc, chose faite. Bon, c'est la 3e fois qu'on travaille avec eux, c'est des gens qui sont très professionnels. C'est quand même une course d'espoir d'équipe pratiquement équipe B professionnelle, hein, où on retrouve la française Visma, la française des Jeux. C'est quand même, c'est pas une course. Je ne fais pas offense aux petites courses de région, mais c'est quand même un Paris-Roubaix espoir dont le gagnant signera probablement un contrat professionnel dans l'équipe dans leur équipe respective. Bon, il faut quand même dire que là, nous sommes déjà dans l'international. Là, tu vois qu'il y a des équipes étrangères qui sont là. Il y a 24 équipes, il y a des équipes françaises, des Belges, des Flamandes, des Slovènes, il y en a de partout. Donc c'est quand même une course où les organisateurs ont le choix de pouvoir accepter ou ne pas accepter.
C'est-à-dire que sur 24 sélectionnés, ils ont peut-être eu 30, 32, 35 candidatures. Donc c'est quand même une course qui est demandée, c'est Paris-Roubaix. Et puis Paris-Roubaix, c'est quand même une grande course que tout le monde connaît et que tout le monde regarde. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a sur les courses. J'ai eu la chance de le faire en voiture avec Eric, hein, jusqu'à Roubaix. C'est impressionnant le monde qu'il y a à droite, à gauche, et puis le passage avec les voitures. Ça vous met carrément dans le centre de la course, et c'est impressionnant. Là, tu ne vas pas jusqu'à Roubaix, toi? Non, parce que là, il faut que je reste au point de départ, et cette année, je resterai sur le Cateau, je n'irai pas jusqu'à Roubaix, mais je pense que l'année prochaine, hein, on va faire en sorte d'y aller. Oui, la conclusion, j'espère que demain matin, départ, et puis voilà, on est parti pour Roubaix, et ça devrait être un beau vainqueur, comme il disait Michel. Faut savoir que chaque vainqueur, il passe professionnel. Donc c'est une satisfaction pour moi si le vainqueur, on est sûr d'être pro, c'est l'année prochaine. Tu peux nous rappeler le kilométrage? Donc c'est le Cateau jusqu'à Roubaix, on est à 167 km, 25 secteurs pavés et 44 km de pavés. Donc c'est une belle course. On est sur tous les secteurs pavés des professionnels. Hein. À partir de Wallers, on prend l'intégralité du parcours. Donc, et pour l'encadrement dans la course, on a quoi? Les gendarmes, ils sont combien là? Donc là, on a une escorte de gendarmerie de 13 motos plus une voiture. Nous avons 10 motos sécurité. On a 3 ambulances, 2 médecins, dont un en moto. Voilà, donc c'est une grosse organisation, plus de 3 ambulances, tous les voitures balais. On a 4 voitures balais, plus 2 camions vélos, un fin de course. Donc ça fait à peu près déjà 26 véhicules et une quarantaine de motos. Bon. C'est déjà une belle organisation. Alors, il faut souhaiter bonne chance à tous. Alors. Ah oui, bonne chance à tous les coureurs. De toute façon, Paris-Roubaix, il faut avoir de la chance surtout. Hein. Être fort, mais avoir de la chance pour gagner. D'accord. Voilà. Allez, merci Eric. Merci. Le musée Matisse a organisé une rencontre dédicace sur Van Gogh, accompagné de Bruno Wouters et de Christian Habert. Marchons sur les chemins de Van Gogh. Christian Habert et moi-même, nous avons eu le plaisir aujourd'hui de venir au musée Matisse du Cateau-Cambrésis, mais pas pour parler de Matisse, pour parler d'un autre peintre, Vincent Van Gogh, et plus particulièrement d'une marche qu'a effectuée Vincent Van Gogh. Car c'est dans notre région, en marchant vers Courrières, qu'il a eu la vocation de devenir peintre, chez nous. À Courrières, Vincent Van Gogh voulait rencontrer le peintre Jules Breton, et il avait beaucoup d'estime pour le peintre Jules Breton, mais pour son art un peu campagnard, naturaliste, mais aussi pour Jules Breton, le poète. Alors il fait une route à pied incroyablement longue, parce qu'il pense que Jules Breton peut lui donner des conseils. S'il va voir Jules Breton, c'est parce qu'il ne veut plus être évangéliste parmi les mineurs dans le borinage, mais parce qu'il sent en lui une fibre artistique. On ne peut pas dire que ça se solde par un échec. On peut dire une chose, c'est qu'il ne rencontre pas Jules Breton, parce que quand il arrive devant la maison de Jules Breton, il la trouve trop impressionnante, trop austère, et donc il fait demi-tour. N'empêche, il a fait toute cette marche en se posant la question de sa vocation. Et on peut penser que sur le chemin du retour, même s'il n'a pas rencontré Jules Breton, il a en tête l'étoile de Jules Breton, il a en tête l'étoile des autres peintres. Et dans le fond, c'est sur ce chemin l'éclosion du grand artiste qu'il va devenir ensuite. Cette marche vers Courrières, Vincent Van Gogh en parle dans 3 lettres à son frère Théo. On aurait pu se contenter de publier les textes de Vincent à son frère Théo, d'ajouter quelques commentaires et puis d'esquisser une carte possible. On est allé beaucoup plus loin parce qu'on pense que cette marche elle est très très importante dans sa vie. Et donc à la fois on a multiplié les recherches documentaires et puis ensuite on a passé de longues semaines sur le terrain, c'est-à-dire exactement ou au plus près possible du parcours de Vincent Van Gogh.
Vincent Van Gogh a marché 3 jours à l'aller, 3 jours au retour. Au total, il a marché une semaine complète. Il a fait environ 240 km, tout compris, un peu plus d'ailleurs, aller et retour. Mais à l'aller, il est allé en train jusqu'à Valenciennes, donc c'était un peu plus court. Nous, on a tout fait à pied. Des années, puisqu'on a commencé au mois de novembre 2016, et on a fini le livre il y a 6 mois. Donc on a mis 8 ans, dont 5 années de recherche et de marche. Les 2 premières années, on a fait essentiellement de la recherche. Et ensuite, on a trouvé un chemin probable. Et au fur et à mesure de nos recherches, on a trouvé des preuves qu'on avait raison de faire ce chemin-là, parce que c'était bien par là que Van Gogh était passé. Nous venons donc de publier un ouvrage très développé dans lequel on peut tout savoir de la marche de Vincent Van Gogh. Le fait que ce livre explique qu'un peintre de dimension universelle a trouvé sa vocation dans une bande de territoire chez nous, dans notre région, on pense que ça doit donner lieu à des initiatives sur le terrain. Ce n'est pas à nous qui avons mené l'enquête, qui avons cherché le plus possible, ce n'est pas à nous de définir ce qu'on pourrait faire, mais il y a sûrement plein d'idées pour qu'on se souvienne de cette marche de Van Gogh, et puis surtout qu'on tienne compte de ce qu'il disait à l'époque, à la fois sur l'art, mais aussi sur la vie en société, sur la façon de trouver sa vocation, sur la façon de s'épanouir. Voyons la restitution du sondage sur notre télétexte avec les améliorations que nous avons apportées. Chers abonnés, récemment, nous vous avons sollicité pour connaître votre opinion sur notre télétexte. Vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions chaleureusement. Voici un résumé de ce que vous nous avez partagé. Un service apprécié. Vous êtes 84% à consulter notre télétexte, dont 21% régulièrement. 63% d'entre vous le suivent depuis toujours. Un bel attachement que nous saluons. Vos rubriques préférées. Les photos de la ville remportent un franc succès, avec 76% d'adeptes. Suivent les actualités locales, à 71%, l'annonce des manifestations, à 67%, et la nécrologie, à 38%. Quand le consultez-vous ? Vous êtes 67% à le regarder le soir. Ce que vous aimeriez voir en plus. Vous nous avez proposé de nouvelles rubriques, comme la vie de l'église, les jeux vidéo, l'environnement, le programme TV et la cuisine. Concernant la musique diffusée, 48% l'apprécient, 24% sont partagés, 28% souhaitent une amélioration. Vous aimeriez entendre plus de musique des années 60 et 2000, de la country, des titres récents comme Maître Gims ou Maes. Vos autres suggestions: ralentir le défilement des pages pour mieux lire les informations, ajouter une voix off pour les personnes rencontrant des difficultés de lecture, une rubrique jeu, plus d'actualités sur le Cato et rendre Canal+ gratuit. Hélas, ce dernier point ne dépend pas de nous. Ce que nous avons mis en place pour mieux vous satisfaire: une rubrique jeux vidéo et actualités avec tests, vidéos, guides et solutions. L'ajout des programmes TV du soir. Une rubrique cuisine avec des astuces. Une playlist musicale enrichie, incluant les années 60 à 2000, des nouveautés, un peu de country, ainsi que Maître Gims et Maes. Concernant le rythme d'affichage et la voix off, nous étudions ces possibilités. Toutefois, une boucle plus lente signifie un temps d'attente plus long pour accéder aux informations souhaitées. Les horaires des messes et des cultes sont quant à eux toujours annoncés. Les actualités du Cato sont bien présentes dans notre magazine, notre journal et notre page sport, où nous continuons de mettre en avant l'actualité de notre belle ville. Merci pour votre fidélité. Nous faisons tout pour répondre au mieux à vos attentes. Continuez à nous faire part de vos idées et de vos envies. Et n'oubliez pas, vous pouvez visionner notre télétexte où que vous soyez en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cliquez sur rejoindre pour ne rien manquer. Suite à la diffusion le samedi 19 avril à 21h05 sur France 3, Beffroi Vision rediffuse les reportages faits lors du tournage de Meurtre en dentelle, qui a été tourné à Caudry, Beauvois et au Cato. De Xavier Bréchin. Je sais pas, mais il travaillait chez Ballet au moment de l'accident. Bonjour, je m'appelle David Laurent, je suis le régisseur général de la série Meurtre en dentelle, du tournage de la série Meurtre en dentelle, sur le Cato actuellement.
Alors, en quoi consiste votre rôle? Eh bien, la régie, nous organisons, nous préparons le tournage. On fait en sorte que tout se passe bien et que tout soit prêt au jour J, à l'heure H. Donc on est un peu le bras droit opérationnel de la production et des décisions qui sont prises artistiques, de choix de décor, choix des comédiens, etc. Nous, derrière, on va organiser le tournage sur tous ces aspects vraiment logistiques pour le coup, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration, l'hôtellerie pour les comédiens, les voyages et évidemment gérer les décors, les autorisations de tournage avec les mairies, avec les propriétaires. Une fois de plus, faire une espèce de ciment entre tous les départements pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors à J-2, d'après ce que j'ai compris, de la fin du tournage, il y a eu des difficultés particulières? Non. Alors étonnamment, c'est quelque chose qu'on a du mal à dire, nous, qu'il y a des tournages faciles, il y a toujours des complications, des choses un peu difficiles sur les tournages. Bah là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Franchement, on a été très bien reçus partout. On n'a pas eu de problème météo, on n'a pas eu de problème de comédiens. L'équipe est adorable. Donc voilà, non, dans l'ensemble, on a été très bien accueillis dans le Cambrésis et ça a été un vrai bonheur de venir tourner là. Je vous dis, c'est un tournage relativement facile pour 20 jours, parce que tout s'est bien passé. On a évidemment une journée avec de la pluie, hein, il y a des aléas météo qui des fois compliquent un peu la chose, mais on s'en est sorti quand même. Voilà, les hébergements, c'était pas si simple non plus, parce que voilà, l'offre hôtelière est ce qu'elle est dans la région, donc, mais on s'en est quand même sorti. Donc, et une fois de plus, on a été reçus royalement à Caudry, au Cateau-Cambrésis, à Beauvois, voilà, à Saint-Hilaire-les-Cambrais. Donc tout ça fait que l'émulation et la joie, souvent l'optimisme des communes d'accueillir un tournage, fait qu'au final on s'en sort très bien et tout le monde peut travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, bravo à vous en tout cas, à toute la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Le dernier plan de Agnès qui est partie. Alors moi c'est Agnès Ramy, je suis comédienne sur Meurtre en dentelle. D'accord, et c'était votre dernier jour. Alors oui. Quel effet ça fait d'avoir joué la dernière prise aujourd'hui? C'est toujours une petite nostalgie, on a envie que ça continue, on a envie de poursuivre le projet jusqu'au bout. Mais l'équipe était tellement fabuleuse, Adeline la réalisatrice est extraordinaire et elle insuffle énormément d'énergie positive. Enfin c'est un vrai bonheur quoi. Et l'équipe artistique, les comédiens étaient... Formidable. J'ôte le mot de votre bouche. Comment vous êtes atterri, si on peut dire, dans cette aventure? Par casting. Voilà, j'ai fait un casting et j'ai été prise. Donc voilà, ça fait partie de l'univers du comédien. Il passe des castings et quand il est pris, il fait des expériences, des projets avec des équipes. Et celle-là était vraiment, vraiment sympa. Je dis pas ça pour... On apprend toujours à jouer avec des partenaires différents, à être dans des univers différents, à être dirigé par des metteurs en scène différents. Et là, en l'occurrence, la réalisatrice donne énormément confiance. Donc j'ai eu énormément de plaisir à fermer les yeux et à me laisser guider par elle. J'ai l'impression que c'est une réalisatrice qui est fort à l'écoute de tous. Oui, et puis vraiment elle travaille énormément en amont, donc tout est clair, il n'y a pas de retard, donc l'ambiance sur le plateau est extra, et donc ça c'est quand même pas négligeable, c'est pas toujours le cas. Alors sans savoir les arcanes du scénario, quel était votre rôle? Alors moi je joue le rôle de Bérénice Franchet et je suis assistante de la directrice de l'usine. Je n'en dirai pas plus. Zut, même sous la torture, vous pouvez pas me dire qui a tué Non, on peut garder la torture, mais je ne dirai rien. D'accord. Eh ben allez, séance de petite torture alors. Merci. Merci à vous. Cadré. Action. Quoi que ce soit qui va nous permettre d'identifier. Allez, en place. Moteur. 60 sur 6, troisième. Pour 2 caméras. Et tout, on peut autre chose. Cadré. Et action. Quoi que ce soit qui peut nous permettre d'identifier notre
C'est pour la convocation des cuistes. Tout le monde a répondu à l'appel, sauf un, Laurent Bonnet. Et il ne répond pas au téléphone. Monsieur Jean-Marc Barbe, merci de répondre à nos quelques questions. Alors, J-2 de la fin du téléfilm, est-ce que vous avez un petit pincement au cœur? Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut célébrer, c'est que des fois, il y a la bonne choix de gens qui sont mis ensemble. Et dès le premier jour, ça a roulé vraiment superbe. Et donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir être avec des professionnels et accomplir une tâche comme ça, de faire un film en 4 semaines. Des fois, c'est pas aussi simple et des fois c'est pas aussi agréable. Et donc, c'est à cause du collectif? C'est ça. Exactement, la collectif, c'est quand tu es sur une bonne équipe de sport, tu as la même sensation que tout le monde est là pour tout le monde. Et bah, ça remplit un petit peu le côté social qui nous manque dans la vie normale des fois. Comment on se prépare à être un capitaine de gendarmerie? Être acteur, surtout après 40 ans, c'est juste connaître son texte et connaître un peu la vie. Hein? Ouais. Mais vous avez peut-être quand même appris des trucs lors de ce tournage? Je crée une illusion. Et la beauté de ça, c'est de le créer sur le moment. Je me prépare, mais maintenant, après 40 ans de métier, je me laisse voler. Alors, on a une question. Qui est le meurtrier de ce téléfilm? Ah là, bah écoute, c'est la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Allez, je prends une répétition. Bon, le moindre qu'on puisse dire, c'est que je suis bien entouré et je suis entouré de Xavier et de sa brigade, c'est bien ça. Vous avez quel grade? Alors, moi je pense que c'est celui de caporal, donc je ne suis pas le plus gradé. Voilà, là il y a un sergent, voilà, maréchal des logis, voilà, on a à peu près tous les mêmes grades, mais bon, c'est pas significatif pour l'épisode, quoi. Voilà. Justement, quel était votre rôle dans l'épisode, comme vous dites? Alors nous, on est figurants, oui. On représente la brigade de gendarmerie, dont Jean-Marc Barre et le capitaine, quoi. Voilà. Et donc nous, bah voilà, c'est notre décor, c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu de travail, quoi. C'est là où on se retrouve toute la journée, voilà, pour l'enquête, quoi. Voilà. Alors, comment devient-on figurant? Alors, comment devient-on figurant? Un gros coup de chance, j'ai envie de dire, des connaissances. Hein, voilà. Moi, je suis comédien, mais aussi il y a Fanny, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, quoi, voilà. Et on est tous intermittents du spectacle, voilà. Et on prend du plaisir à m'y retourner, à faire aussi nos heures, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi, voilà. Et puis à prendre du plaisir à venir voir des acteurs jouer, et puis se retrouver au sein d'un film, d'une création télévisuelle qui est de bonne qualité, quoi. Et même au niveau de la figuration, on apprend des autres, enfin, c'est-à-dire des grands comédiens, bon, Jean-Marc Barre, Camille Aguilar. Mais je crois qu'on apprend toujours, de toute façon, dans ces métiers-là. Il n'y a jamais de choses qui sont, je dirais, statiques, ça évolue tout le temps, quoi. Et même entre nous, on est très solidaires, on est attentifs, on prévient quand les autres ne sont pas là, etc. On ne fait pas de bruit, on sort, enfin voilà. Voilà, on fait notre boulot tout en étant assez discret, finalement. Voilà. Et donc, le bilan du boulot? Le bilan du boulot, c'est vraiment un bon moment, quoi. On passe un bon moment, c'est des longues journées, mais on est entre gens très sympathiques, très intéressants, on échange tout le temps. On se marre bien aussi, parce qu'il y a des moments, il faut le dire, il y a des moments c'est quand même assez folklorique, quoi, voilà. Et puis, voilà, puis on prend du plaisir à faire ça, quoi, voilà. Il est efficace. C'est comme tu veux, c'est ou le début ou la fin? La fin. La fin? D'accord. De là-bas, de où est de là? De là, donc on fait juste le geste de fin et sa petite jambe. Ouais, ok, donc du coup, oui. Oui. Bonjour Camille, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, comment je me présentais? Ah, je m'appelle Camille Aguilar et je suis comédienne depuis 10 ans. 10 ans déjà? Mais vous êtes toute jeune et vous êtes le premier rôle de ce téléfilm. Oui, avec Jean-Marc Barre aussi. Il y a Julien Crampon, Anne-Hélène et voilà, on est pas mal. Alors, on est à J-2, c'est ça, de la fin du tournage. Un petit pincement au cœur? Oui, ça me serre beaucoup le cœur, j'avoue. Mais il nous reste, là on est en fin de journée et il nous reste demain, voilà. Mais ça me serre le cœur parce que c'était vraiment
belle aventure avec une équipe formidable, vraiment. Et une réalisatrice formidable également. Oui, après Formidable, on peut dire plein de choses. Alors, parce que dans Formidable, quand je pense à elle, je pense à Humaine, je pense à Sincère, je pense à Très Juste, je pense à Drôle, avec un grand cœur, très généreuse, passionnée, en équipe. Non, j'ai beaucoup appris d'elle et du coup de toute l'équipe parce que l'équipe ressemble beaucoup à la réalisatrice aussi. Donc c'est chouette. Vous êtes à votre 2e meurtre. Vous avez fait Meurtre à Toulouse et Meurtre en dentelle, c'est ça? Est-ce qu'il y a des différences entre les 2 meurtres? Vous étiez plutôt jeune comédienne à cette époque-là, et puis là, l'a confirmé, c'est ça? Alors, dans l'histoire de Meurtre à Toulouse, elle sort de l'école. Donc oui, c'est ça, dans le rôle, c'est différent. C'était pas la même dynamique. Et dans le Meurtre en dentelle, mon personnage est déjà plutôt... ça doit faire 4 ans qu'elle travaille. Et elle se retrouve en plus aujourd'hui avec son père. Donc c'est pas le même duo. L'autre était un duo plus d'enfants et donneur, j'allais dire donneur de leçons, mais en face de quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience. Donc elle apprenait énormément de lui. Et là, ils apprennent ensemble. C'est pas la même dynamique, c'est ça que je veux dire. C'est une dynamique beaucoup plus... ce personnage-là, Lola, elle a plus d'expérience. Elle a un côté un peu madame je sais tout. Et son père et son expérience et sa bienveillance lui apprennent à s'ouvrir un peu, à réaliser qu'il y a plein de choses qu'elle doit apprendre. Ça parle aussi d'ego. De ce côté à elle, c'est comme ça aussi que je l'ai compris. Mais pas dans le mauvais sens. Elle n'est pas là pour écraser, mais il y a un côté... quand on sort d'école, on a appris beaucoup, on a l'impression qu'on sait plein de choses et tellement qu'on a raison. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle a tort sur plein de choses. Et c'est chouette, ça l'a fait grandir, mais grâce à son père. Vous parlez de grandir. Est-ce que, au niveau acting, vous avez appris des trucs, des choses, lors de ce tournage? Complètement. Mais ça, en fait, j'ai eu des rappels. Il y a plein de choses qu'on apprend. C'est comme la première fois qu'on fait de la cuisine à un plat et on donne les ingrédients. Et donc, à bout d'un moment, à force de faire le même plat, on apprend et puis on rajoute nos mêmes choses à nous. Ah, bah tiens, je vais mettre un peu plus de gingembre, j'en ai jamais fait, mais je vais prendre des. Et ben là, c'est pareil. Et j'ai l'impression de. J'ai vraiment l'impression d'être passée en master de jeu, quoi. Mais que j'ai que continué d'apprendre encore plus en pratique, ce qu'on nous dit. Mais quand on le vit, c'est pas pareil. J'ai l'impression de m'être imprégnée, c'est ça que je veux dire. De certaines leçons d'école, mais qui sont plus d'école et qui sont de vie, qui se mélangent à nous, la réalisatrice, comment dire, l'impact de chaque pôle. À force de faire pas faire la même chose, mais tous les jours on va au HMC, et par exemple, et en fait à être plus observatrice qu'actrice, j'ai appris beaucoup de chaque pôle. Je me dis, ah tiens, c'est marrant. Et en fait, ça apporte pour son propre travail. Et parfois, j'ai peut-être pas eu assez le temps, parce que quand on a un rôle principal, on est là tous les jours. Donc, ça a été des conditions qui m'ont beaucoup aidé à comprendre un ensemble que parfois, j'ai pas eu le temps, ou même l'intérêt, parce que j'étais peut-être trop auto-centrée, pour comprendre le pôle des autres, à quel point ça impacte sur notre travail à nous. D'accord. Comment avez-vous rejoint l'aventure, en fait? Tout simplement parce que ce projet est arrivé. La productrice connaissait aussi mon agent. Lecture de scénario. Jean-Marc, je le connaissais pas encore. En tout cas, personnellement, je connaissais le comédien, mais je connaissais pas la personne. Et Adeline non plus, je connaissais son travail, j'avais déjà vu, mais je connaissais pas tout. Donc, on nous met tous en lien et puis on fait oui, allons-y. Dernière question, quels sont vos projets? Alors là, après ce film-là, je pars la semaine prochaine tourner. Je ne sais pas si vous connaissez la série Vestiaire. Oui, avec des handicapés. Exactement. Et donc maintenant, les films d'Alain Vallon produisent une sorte de, j'allais dire, pas deuxième, c'est pas un tome 2, mais c'est une série qui traite des valides et des handicapés qui vivent dans un immeuble partagé. Donc c'est des pastilles humoristiques qui se traitent autour du handicap et tout le questionnement du handicap face à des valides et entre eux aussi. Donc c'est hyper intéressant et c'est surligné de comédie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Oh là là, du bonheur. Alors là-dedans, on va dire plein de choses. J'espère continuer de travailler avec, vraiment je me l'envoie, travailler avec des gens aussi passionnés et intéressants
qu'Adeline et toute l'équipe avec elle, qui est avec elle, et des thèmes, des personnages pleins de contradictions. Et vraiment d'être dans ce partage, parce que sur ce tournage-là, il y a vraiment eu beaucoup de... c'est fini. Beaucoup de partage humain, et je pense que c'est ça qu'on raconte dans les histoires. Et avec de la bienveillance et de la gentillesse, je pense que ça passe mieux. On n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Et c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Camille. Merci d'avoir pris le temps. Merci. C'est ton dernier plan. Retour vers le passé avec les archives de Befrovision qui vous remémorent le travail des bénévoles des Restos du Cœur en 2005. Campagne des Restos du Cœur, une équipe dynamique pour une distribution hebdomadaire. Il y a beaucoup de patates. Tu peux pas le dire parce que pour bien placer le chariot. Voilà. C'est 30 œufs par... Il y en avait 5. 5 places. En plus des... Je pense que ça fait à peu près 2000 avec ce qu'il me restait. Moi, je compte au nombre de poires. Ça fait 1000 poires à peu près. Un petit peu plus de 1000 poires. Il y a beaucoup de yaourt, Michel. Un paquet. C'est plein, c'est plein. Donc on va mettre sur le côté ça. Oui, mais on mélange pas lentilles et raviolis. Hein. Est-ce que c'est bon, Jacqueline, là? C'est bon, le dernier compte, là? Nous renouons aujourd'hui avec la tradition qui nous vaut le plaisir de vous accueillir dans nos locaux des Restos du Cœur, tradition interrompue l'an dernier pour raison électorale. Merci donc de nous témoigner, par votre présence, l'intérêt que vous portez à une équipe de bénévoles, en partie renouvelée, qui n'a qu'un objectif, servir et assurer aux plus démunis un minimum de repas. Repas que nous complétons par des dons locaux, chaussures, jouets, vêtements, qui nous sont gracieusement offerts. Merci aux donateurs. Commencé le 7 décembre 2004 avec 136 dossiers et 311 repas, suite aux 3 journées d'inscription, nous sommes rapidement arrivés à des pointes de 199 dossiers et 469 repas. Ces records sont dus à des personnes qui s'imaginent, sous des prétextes souvent légers, qu'il suffit de se présenter les premiers jours de la distribution pour être servi. Malgré notre désir d'être à la disposition des Cathésiens, c'est difficile de faire face à une telle désinvolture. De plus, les documents présentés, incomplets ou manquants, nous ont amenés à traiter durant la campagne 55 dossiers provisoires qu'il a fallu suivre pour régularisation ou suppression après versement par l'administration du RMI, ACDIC, prestations familiales, etc. Je lance donc aujourd'hui un appel pour qu'à la campagne prochaine, les personnes susceptibles d'être bénéficiaires viennent se présenter pendant les 3 jours que nous leur réservons, toujours en novembre, journées qui sont communiquées par la presse et les affiches. Cet appel fait suite à des contraintes administratives qui sont de plus en plus nombreuses et de directives nationales toujours plus précises et contraignantes. Après cette mise au point, je me fais un plaisir de remercier d'abord la municipalité qui met à notre disposition les locaux et 2 camionnettes chaque mardi pour ramener les tonnes de denrées et victuailles que nous distribuons dans l'après-midi même. Merci aussi de l'aide apportée dans la diffusion des documents et pour les contacts cordiaux avec les services sociaux. Merci également aux services techniques municipaux qui nous apportent leurs compétences pour l'amélioration des conditions de distribution. Merci enfin à toute l'équipe de bénévoles, avec un grand B, sans qui rien ne serait possible et réalisé. Grâce à leur disponibilité, à leur sourire et leur dynamisme, Coluche peut être rassuré. Son élan initial a trouvé écho et nous essayons, dans la mesure du possible, de lui faire honneur. Maintenant, place à la distribution. Nos bénéficiaires nous attendent. Merci de votre visite et de votre attention. Et une pointe d'humour avant de clore ce journal. Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent?
Tarzan vit à moitié à poil. Cendrillon rentre à minuit. Pinocchio passe son temps à mentir. Aladdin est le roi des voleurs. Batman conduit à 230 km/h. La Belle au bois dormant est une grande flemmarde. Blanche-Neige vit avec 7 mecs. Le petit chaperon rouge n'écoute pas sa mère. Sans oublier Astérix qui se dope à coups de potions magiques fournis par un dealer qui n'est que le curé du village. Et nous nous étonnons que nos gosses font des conneries. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Au revoir et à bientôt.